Faudra pas grand chose avant que sonne le gong. Jour après jour on creuse ta propre tombe. Un jour on paiera cher pour ce que les hommes te font. Pauvre monde, il faudra pas grand chose avant que sonne le gong. Jour après jour on creuse ta propre tombe. Un jour on paiera cher pour ce que les hommes te font. Merci à vous trois d'être présents. Merci Ségolène, merci Michel Maxime et merci Letty d'être là ce soir. Donc, nos deux invités vont se présenter tout à l'heure, mais je vous reprécise que Ségolène et Michel Maxime interviennent tous les deux dans le documentaire À la racine à différents titres. Michel Maxime, il intervient en sa qualité d'éco-théologien et il vient vraiment apporter une vision méta et intellectuelle sur cette notion d'éco-spiritualité qu'on explore dans le film. Et Ségolène, on l'a rencontrée dans la communauté de l'Arche de Saint-Antoine. Elle était à ce moment-là en moyen stage, donc là-bas pour quelques mois. Et elle est devenue une des ambassadrices du film. Voilà. On l'a suivie dans ce qu'elle vivait sur place. Voilà. Et enfin, Laetitia, qui travaille dans l'équipe à la racine depuis les tout débuts, depuis les premiers repérages, et qui, ce soir, outre ses qualités de gestionnaire financière dans le film et de soutien moral systématique, et ben, va en fait prendre vos questions que vous pouvez poser dans le chat. Et dans la deuxième partie de la rencontre, elle va pouvoir reposer certaines de vos questions à Michel Maxime et à Ségolène. Avant de commencer, je vous refais juste un petit point sur la genèse du film À la racine, comment elle est apparue, comment est apparu ce projet et dans quel cadre a lieu cette rencontre. Ce documentaire, il est né d'un moment relativement sombre. Il est né d'un déclic sur l'état de la planète qui était très lié, je crois aujourd'hui avec le recul, à ma quête spirituelle et à ma pratique de la méditation, notamment dans cette dimension d'apprendre vraiment à voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est d'ailleurs un peu une thématique qu'on va aborder tout à l'heure avec Michel Maxime. Et en fait, ce moment de prise de conscience qui a été sur le coup terrible, et bah, a posé les fondements de ce documentaire qui consiste vraiment à explorer les racines de la crise écologique à travers des sages qu'on a rencontrés et des communautés, 3 communautés en l'occurrence. Ce documentaire, depuis que l'idée est apparue, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus. Ça fait 1 an qu'on est en tournage avec notre petite équipe. Il y a aussi Boris et Valentin qui ne sont pas avec nous ce soir, mais qui travaillent sur le film. Et jusqu'à ce qu'on lance une campagne de crowdfunding, ce film avait été totalement autoproduit. Et c'est pour ça qu'on a lancé une campagne de crowdfunding. C'est pour communiquer autour du film et pour lever les fonds qui vont nous permettre de continuer sa production. Parce que voilà, un documentaire, c'est une sacrée aventure, notamment pour financer ce projet. Et donc, cette campagne, elle nous a permis de nouer tout un tas de partenariats, notamment avec Pain pour le prochain et le laboratoire de transition intérieure que dirige Michel Maxime et Eger. Mais ça a été aussi l'occasion voilà, de solliciter toute une communauté qui s'est créée, de gens qui sont habités par ces valeurs d'écologie intégrale et qui sont devenus, à travers cette campagne, en quelque sorte, coproducteurs du film. À la fois, ils ont pu, comment dire, participer à sa production parce que grâce à toutes les contributions, voilà, vous nous permettez de financer la suite. Et en même temps, c'est pas un don strictement gratuit. Ça va vraiment permettre à tous ces gens qui ont contribué au film de pouvoir voilà, assister aux événements d'avant-première, à participer à la suite de sa conception, à venir aux projections test, voir le film en VOD, tout ça. Je vous invite du coup, pour ceux qui assisteraient à ce live et qui ne savaient pas qu'on était dans une campagne de crowdfunding, à aller voir notre page sur Ulule. Le film s'appelle donc À la racine et la campagne termine dans 6 jours, très exactement. Voilà. Donc il vous reste 6 jours pour partager, parler de ce projet, contribuer si vous le souhaitez et rejoindre l'aventure. Voilà, merci pour cette petite parenthèse.
Et ben, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec nos deux invités en vous rappelant l'énoncé enfin, la thématique de ce soir. À travers ce film, donc, on s'est vraiment intéressé à ce dialogue entre écologie et spiritualité. Et on a découvert avec notre petite équipe que ces deux voies, celle du chercheur spirituel et celle du militant écologiste, et ben, c'est vraiment des voies parallèles. Dans le cadre du film, certains nous en ont même parlé comme les deux faces d'une même médaille. Donc, comme je vous disais, ce sera notre thématique de ce soir. Et grâce à nos deux super invités qui apparaissent donc également dans le documentaire, et ben, on va explorer cette ligne de crête que représente l'éco-spiritualité. Donc, ma première question, elle s'adresse à Michel Maxime. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une demande. Est-ce que Michel Maxime, tu peux te présenter en nous expliquant comment cette thématique de l'éco-spiritualité s'est manifestée dans ta vie et comment tu t'es mis à t'y intéresser en premier lieu? Bon, mais tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Grand merci, Philippe, de cette invitation qui me ravit. Enfin, je suis vraiment plein de joie et puis aussi très heureux de pouvoir apporter ma petite contribution à ce formidable projet de ce film à la racine. Alors, tu parles là de chercheurs spirituels et militants écologistes et en fait ça évoque vraiment une figure de l'engagement pour la transition écologique, une figure qui m'est chère et d'ailleurs dont je me considère un peu comme un apprenti, c'est la personne méditante militante. Et c'est vrai que si je considère ma vie de, disons, 35 dernières années, voilà, je vois vraiment clairement deux axes. Il y a un axe citoyen, éco-citoyen, voilà, des études de sociologie, plus de 10 ans de journalisme engagé, depuis plus de 20 ans maintenant dans des ONG, avec du travail de campagne, de plaidoyer, avec notamment un gros axe sur les questions d'écologie. Et puis de l'autre côté, vraiment, bon, voilà, l'axe spirituel, que j'aurais d'ailleurs peut-être pu mettre en premier, parce que c'est vraiment là qu'est le moteur et le levier, donc plus personnel, avec d'un côté cette grande recherche du qui suis-je, mais qui est complètement liée pour moi, et c'est vraiment peut-être ma quête spirituelle, cette quête de l'unité, une espèce d'unité radicale, comme le dit le philosophe Raymond Panicard, c'est-à-dire radicale qui est à la racine même du réel, qui est en fait l'unité fondatrice, fondamentale, vitale entre le cosmos, la Terre, l'être humain et le divin, voilà, ce mystère du plus grand que soi. Après, on pourra l'appeler le souffle, l'esprit, Dieu, l'au-delà. Voilà, chacun, en fonction de son système de croyance, pourra l'appeler selon ce qui résonne en lui. Et puis voilà, et c'est vrai que dans ce chemin spirituel, il y a eu tout un parcours à travers les spiritualités orientales qui m'ont permis ensuite de redécouvrir mes racines chrétiennes, en particulier dans la tradition orthodoxe, donc du christianisme oriental, qui m'a aussi m'a amené à faire des études de théologie. Donc voilà, c'est ces deux axes. D'un côté, un chemin spirituel de transformation de soi, de l'autre, un chemin d'engagement pour la transformation du monde. Alors pour moi, ça a toujours été lié, en fait, mais je dirais que ça a évolué, évidemment, en plus de 30 ans. Peut-être qu'au début, c'était un peu juxtaposé. Tu as parlé justement de chemins parallèles. Puis après, ça s'est vraiment mis en boucle. Et je dois dire qu'aujourd'hui, depuis voilà, quelques années, je le vis vraiment comme une forme de respiration. L'inspire au niveau de la dimension spirituelle, de descente au plus profond de soi, et l'expire, c'est-à-dire d'aller vers une en fait, incarnation de ce que ce mouvement de l'inspire peut générer, peut susciter, peut soutenir, peut inspirer. Et à partir du début des années 2000, il y a eu toute une série d'événements personnels en lien en particulier des expériences très fortes dans la nature. Et puis, en 2004, un extraordinaire forum écologie et spiritualité au centre bouddhiste à Karmaling, en Savoie, où là étaient présents vraiment, il y avait les Indiens Kogi avec Éric Julien, il y avait Pierre Rabhi, il y avait des représentants des différentes traditions religieuses et spirituelles. Moi-même, je représentais la tradition orthodoxe. Et puis, il y avait toutes les grandes figures de l'écologie. Et ça a été un moment de confluence incroyable qui m'a permis, en fait, je dirais, de comprendre deux choses. La première, c'est que cette articulation de transformation de soi, de transformation du monde, ce n'était pas seulement une affaire personnelle ou privée, mais c'était en fait un véritable enjeu public, un enjeu citoyen, en fait un enjeu politique. Et la deuxième chose, c'était que l'écologie, j'étais évidemment très très sensible aux souffrances de la Terre, relation très forte à la nature, vitale, mais que toute en fait, l'écologie
ce qu'on appelle aujourd'hui cette transition écologique au sens fort, eh bien, c'était non seulement un enjeu fondamental pour l'avenir, mais c'était un formidable laboratoire, en fait, pour mettre en œuvre, explorer, expérimenter cette articulation. Et de là est né tout un travail de réflexion, d'écriture, parce qu'il s'agissait à un moment donné aussi de pouvoir mettre en mots tout ça, qui a débouché sur quelques ouvrages sur l'éco-spiritualité, l'éco-psychologie. Et puis en 2016, bien, un grand cadeau du ciel, l'offre que m'a fait une ONG en Suisse de pouvoir créer un laboratoire de transition intérieure que j'anime depuis et qui est vraiment axé sur ces deux axes, l'éco-spiritualité et l'éco-psychologie. Et je suis très, très heureux que le laboratoire soit partenaire du film. Voilà, en quelques mots, à peu près 35 ans d'existence. Merci Michel Maxime, pour ce bel effort de synthèse. Je propose du coup qu'on se tourne tout de suite vers toi, Ségolène. Comment toi, ça résonne en toi, bien sûr ce témoignage de Michel Maxime, mais vraiment cette idée de deux voies parallèles, de cette ligne de crête. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter comment toi tu as été happé par ce dialogue-là? Oui, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que au début, ça me paraissait même plus disparate que parallèle. Et le terme d'éco-spiritualité, je l'ai rencontré à Saint-Antoine. Et en fait, c'était un bonheur parce que il nomme et il unifie en fait ce fil rouge, parce que c'est vraiment une même étoile quoi maintenant. Et au départ, c'est comme beaucoup un malaise et une inadaptation au modèle et les souffrances qui vont avec. Et j'avais eu des premières prises de conscience quand j'ai fait des études en communication visuelle et qu'on étudiait les stratégies de communication publicitaire et que j'avais l'impression de pousser le rideau et de voir l'envers du décor un peu et la fabrique de l'illusion. Et ouais, ça a été une prise de conscience du déracinement, quoi. Et du coup, après, je me suis tournée vers une école d'art et là, j'ai rencontré le paysage et je me suis passionnée par sa représentation. Et je pense que c'est là que ça a vraiment... je m'en rends compte aujourd'hui que c'est là que je l'ai rencontré à travers un mouvement notamment qui peint le paysage à partir de son intérieur et de ce dépassement de soi devant le mystère de la nature dans une forme d'introspection et de méditation. Et il y a un tableau où c'est un petit moine qui est au bord d'une grande mer et en fait il semble comme immergé dans ce paysage et ça m'a beaucoup touchée. À ce moment-là, ça me paraissait très nostalgique, comme un paradis perdu. En fait, cette nature, elle m'a semblé tellement loin de moi et je dessinais des montagnes à partir de cartes postales. Du coup, à la fin de mes études, il y a eu un appel assez fort parce que je ne me reconnaissais pas dans ce système institutionnel et il y avait toujours ces souffrances qui étaient là. Et du coup, ça m'a appelé à aller dans la nature, à vérifier en fait ce que je pressentais à travers ça. Et ça a été un émerveillement total. J'étais jamais allée en montagne et ça a été... je me suis sentie comme ce petit moine toute petite au milieu de refaire partie du milieu en fait et d'être inspirée par cette beauté des lacs de montagne, des sommets. Et ça a été un premier pas thérapeutique même de pouvoir me déposer dans cette beauté et de me dire ah mais elle existe et l'harmonie est manifestée devant moi et c'est pas seulement à travers la peinture ou un savoir et puis en même temps, je découvrais de plus en plus l'anthropocène aussi et le danger. Donc il y avait un peu ces deux choses-là. Et j'avais besoin à ce moment-là de rencontrer une spiritualité qui prenne en compte cette nature et ce problème écologique et ce danger-là. Je ne le trouvais pas à ce moment-là dans la culture chrétienne et on m'a mis sur la voie plus de Amma, qui est un être rayonnant et qui prend en compte le côté humanitaire, écologique et qui a des messages percutants qui m'ont aidé à comprendre en fait les maux que je vivais et ceux du monde actuel, quoi, la problématique, l'enjeu principal, quoi, et qu'il y a des solutions pour ça. Et je commençais à découvrir une famille
et à trouver des résonances en fait avec ces sensibilités et cette souffrance que j'avais et ces appels. Enfin, ouais. Et ensuite, il y a eu cette découverte aussi du Qigong. Je cherchais toujours ce fil de guérison et aussi. Et d'avoir senti une fois un ami qui m'a proposé un cours et d'avoir senti vraiment quelque chose d'une énergie en fait. Et ça a été une autre découverte, mais plus au niveau énergétique de cette énergie du vivant en fait qui traverse tout et de la sentir dans mon corps, et ça a été une autre forme d'intimité en fait avec cette nature, et ça a été des moments de beauté en pratique où j'avais l'impression d'être une prise et de venir me rebrancher au vivant et à toutes ces subtilités, ces qualités d'amour, quoi, et de vivre des moments de grâce autant dans la nature qu'en pratique avec voilà, et cette impression de retrouvailles, quoi, d'avoir l'impression d'avoir rêvé ça, de ne pas le savoir, mais de me retrouver au milieu d'un rêve. Enfin, c'était comme de retrouver ce paradis perdu, que je pense. Enfin, voilà. Puis ça a continué à danser entre cette nature et cette spiritualité. Quand je retournais dans la nature, après c'est différent, c'était différent, et la nature et le sacré ont commencé vraiment de plus en plus à se tisser, se marier. Et j'ai rencontré après la sagesse des peuples premiers avec Éric Julien qui fait le pont avec eux, et une façon de se connecter avec le cœur et sa présence, et de ressentir parfois ces messages de souffrance, d'avoir eu des messages aussi des besoins d'amour et de tendresse que la terre est là, et de découvrir mais c'est ça, c'est très touchant, quoi. Ça touche vraiment le cœur profond, et voilà. Et ensuite, la toile a commencé à grandir et à rejoindre aussi le christianisme à travers l'Arche de Saint-Antoine et cette éco-spiritualité qui est en fait, pour moi, c'est vraiment un acte d'amour, et c'est un acte c'est une déclaration d'amour à la création et à son créateur. Et voilà. Merci Ségolène pour ce partage. Je suis à fond dans vos témoignages. Donc je vous rappelle à ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, parce que parfois on est un peu pris par le fil des témoignages, et voilà, n'hésitez pas au fur et à mesure qu'elles vous viennent, et Laetitia les sélectionnera pour tout à l'heure. Alors, j'ai une deuxième question pour Michel Maxime. À l'instant, Ségolène, elle parlait un peu d'un mélange d'émerveillement quand elle regardait la nature, et en même temps de prise de conscience, parfois d'entendre des cris de souffrance de la terre. C'est vrai que moi, le premier truc sur lequel j'ai buté dans le film, c'est vraiment cette idée que la base de la transition écologique, il faut d'abord que ce soit un constat commun, et qui n'est pas tellement le cas même aujourd'hui, c'est celui de la gravité de la situation. Du coup, ma question, Michel Maxime, c'est comment cette quête spirituelle peut aider à opérer ce que tu appelles dans tes ouvrages un exercice de lucidité. En quoi cette démarche intérieure peut être une ressource pour ouvrir les yeux sur l'état de la planète? Oui. Alors moi c'est vrai que j'aime bien parler de l'éco-spiritualité comme en fait une série d'appels, et peut-être que le premier appel, après il y a évidemment d'autres portes d'entrée, mais peut-être qu'un des premiers appels, c'est vraiment cet appel à la lucidité. Alors la lucidité, moi je suis un grand fan de l'étymologie, donc je reviens toujours à la racine en fait, voilà, aussi à la racine des mots. Et en fait, la racine de lucidité, ça vient du latin lucidus, et lucidus, c'est clair, c'est-à-dire la lucidité, c'est vraiment la vision claire, c'est la clarté de vision. Et en fait, clarté de vision par rapport à quoi? D'abord, effectivement, ce que tu dis, parce que là, tu évoques aussi le fait qu'encore plein de personnes peuvent être dans des formes de déni par rapport à la situation. Et donc, c'est vraiment le premier moment, c'est vraiment d'oser regarder en face. Ce qui peut demander, ou ce qui demande un certain courage. C'est-à-dire regarder vraiment en face la gravité de la situation,
avec, voilà, ça a été déjà évoqué, tous ces risques d'effondrement qui sont bien documentés par la collapsologie, et aussi l'urgence de la situation, et puis aussi, très très important, la responsabilité de l'être humain par rapport à cette situation. Mais je dirais que la lucidité, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'être lucide, pour moi, c'est beaucoup plus qu'être informé. C'est plus aussi que de comprendre intellectuellement en lisant des rapports ou en voyant des émissions les problèmes. Je crois que la lucidité, c'est être touché. Et moi, j'aime beaucoup cette parole du grand poète résistant, René Char. À un moment donné, dans Les Feuillets d'hypnose, c'est un de ses très beaux livres, il dit que la lucidité, c'est la blessure la plus rapprochée du soleil. Blessure la plus rapprochée du soleil. Il y a cette dimension de blessure, il y a cette dimension de soleil, donc à la fois de quelque chose qui éclaire, mais aussi de quelque chose qui brûle. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas en fait, être frappé quand même par le hiatus, l'écart qui subsiste entre d'un côté la gravité de la situation et puis toutes les informations qu'on dispose là-dessus, et puis de l'autre côté, en fait, l'insuffisance des changements de comportement, d'ailleurs sans parler des insuffisances des mesures politiques, comme on l'a vu encore récemment avec la COP26. Alors, on peut donner toute une série d'explications à ce hiatus, mais je pense qu'en tout cas, du point de vue spirituel, pour moi, ça a à voir avec une division entre la tête et le cœur. Ségolène a parlé du cœur. Je pense que toute cette information, bien, elle peut venir nourrir la tête, nourrir l'intellect rationnel, le mental, mais la question qu'on doit se poser, et là on entre vraiment dans la spiritualité, c'est est-ce que véritablement cette information, elle descend à l'intérieur de moi pour venir, en fait, comme dit René Char, blesser mon cœur, brûler mon cœur, comme le soleil. Et puis on sait d'ailleurs que le cœur brûlant, c'est aussi une autre définition du courage, qui nous permet à un moment donné de nous mettre debout et d'agir. Alors là, ça, je pense que c'est vraiment un point clé au niveau d'une explication spirituelle de ce hiatus. Après, là-dessus, vient se greffer autre chose. Ségolène a très, très bien exprimé cette reconnexion profonde au vivant, à la nature, et c'est vrai que c'est peut-être aussi parce que l'être humain contemporain est extrêmement coupé de la nature. Comme dit Pierre Rabhi, il est hors sol, c'est-à-dire qu'en fait, il ne vit pas le vivant, il ne vit pas la nature, il ne vit pas la création, le reste de la création, comme faisant partie de sa vie et de son être. Donc du coup, est-ce qu'il est véritablement touché par ce qui arrive? Est-ce qu'il est vraiment, on pourrait dire, capable d'entendre vraiment les souffrances de la terre, les cris de la terre, les clameurs de la terre, comme dit le pape François, ou est-ce qu'il est sourd? Alors, peut-être juste encore un mot, ça ne veut pas dire que l'être humain serait en fait, et ça c'est des éco-psychologues qui le montrent bien, serait en fait indifférent. Mais c'est vrai que si on ose regarder en face la réalité, eh bien on peut être envahi, submergé, et tu as parlé de la crise que tu as vécue, cette crise d'éco-anxiété, on peut être justement envahi par toute une série d'émotions, de sentiments qui ne sont pas faciles à vivre, qui peuvent être très désagréables, qui peuvent être très douloureux, comme la peur, comme la tristesse, comme l'impuissance, le découragement, voire même des formes de désespoir. Et ça, eh bien, c'est l'être humain, eh bien, il va développer des mécanismes de défense par rapport à ça. On pourrait dire des formes de refoulement, pour se protéger, en fait, de ça. Et l'enjeu, justement, eh bien, c'est au contraire, dans cette conscience de cette unité, de cette interdépendance, de ce lien vital, fondamental avec le reste du vivant, avec le vivant, avec le reste de la création. Donc, interdépendance, ça veut aussi dire compassion, c'est-à-dire, et là, on est au cœur de l'éco-spiritualité, c'est-à-dire cette capacité à souffrir avec, dans le bon sens du terme, parce que je suis dans cette, en fait, relation profonde d'unité, eh bien, c'est vraiment d'entrer dans cette conscience-là. Et c'est ce que Thich Nhat Hanh, le maître bouddhiste, voilà, il y a une partie de ton film va se passer au village des pruniers, qui a été fondé par Thich Nhat Hanh. Eh bien, c'est vrai que Thich Nhat Hanh, à un moment donné, quand ses disciples viennent le voir et lui demandent, Maître, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces problèmes écologiques? Eh bien, il leur dit, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'écouter en vous les échos de la terre qui pleure. Écoutez en vous les échos de la terre qui pleure. Et là, en fait, on a tout un programme éco-spirituel
une reconnexion profonde au vivant. Deuxièmement, et c'est au cœur de toutes les traditions spirituelles, c'est une des clés du chemin spirituel, ou un de ses buts, opérer une unification intérieure, corps, âme, esprit, raison, émotion, tête, cœur, et puis effectivement, oser se laisser toucher, entrer dans la compassion, oser reconnaître, accueillir toutes ces émotions, alors non pas pour s'y enfermer, mais pour pouvoir, comme on dit dans le travail qui relie, et ça a été pour moi la découverte du travail qui relie de Joanna Macy, et puis en fait les sessions de travail qui relie, en fait ça a été vraiment un moment pour moi extrêmement important dans mon cheminement, eh bien c'est comment on arrive, comme on dit, à en fait composter ces émotions, c'est-à-dire à en transformer l'énergie pour en faire un engrais pour l'engagement. Et on pourrait prendre toutes ces émotions, mais je dirais juste une chose, puisque Ségolène a parlé d'amour, eh bien c'est que si je suis triste par rapport à ce qui arrive à la terre, et si en fait mon cœur pleure, parce que j'entends en fait la terre qui pleure et mon cœur pleure, eh bien si je suis triste, c'est qu'en fait c'est parce que j'aime le vivant, c'est parce que j'aime la terre. Et parce que j'aime la terre et le vivant, eh bien j'ai envie, d'autant plus envie, d'en prendre soin. Un grand merci, Michel Maxime, pour cette réponse sur cet exercice de lucidité. Et bah, du coup, on va continuer avec Ségolène. On va continuer à parler finalement de notre regard. Mais là, je vais moins te questionner, Ségolène, sur l'aspect prise de conscience de la crise écologique, mais plus sur toi, ton témoignage, parce que donc, tu parlais d'Éric Julien notamment, mais tu as peut-être d'autres histoires à nous raconter, mais vraiment, tu me faisais ce témoignage que les pratiques spirituelles ont pu amener une sorte de connexion nouvelle à l'environnement, presque mystique. Je ne sais pas si c'est un mot que tu utiliserais, mais voilà, ma question, c'est en quoi toi, ta pratique spirituelle a pu modifier ta manière de percevoir cette nature sauvage. Et avec tes mots, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as perçu de nouveau? Pour commencer, ouais, par le Qigong et la méditation, j'ai découvert en fait cette écoute et cette interdépendance dont parle Michel Maxime. Et, ce que ça m'a aidé en fait à développer mes capacités d'écoute, à développer mes capacités à ressentir l'énergie du vivant en fait par la pratique répétée et ce qu'on appelle le Qi dans le Qigong, mais on l'appelle autrement dans notre tradition, mais là je vais parler plus du Qi. Et en fait, j'ai fait l'expérience de cette énergie et je suis allée au-delà du savoir. Et c'est différent de le sentir après dans son corps et d'en faire l'expérience. Et oui, pendant certaines pratiques, j'avais, comme je disais, d'avoir l'impression d'être une prise et de me brancher au vivant et de sentir ce chi, sa qualité et de le sentir dans mes mains et puis petit à petit dans mon corps et autour de moi et de sentir que c'est une énergie d'amour et une énergie qui peut guérir et il y a eu cette connexion par la conscience et le corps à cette énergie-là. Et j'ai abordé autrement le vivant et cette tradition, c'est beau parce qu'elle parle de chi miraculeux de l'univers. Elle dit que c'est une intelligence et qu'elle porte toute l'information du vivant. Et c'est magnifique et c'est le liant de toute la matière. C'est le liant. C'est la même matière pour les arbres, les rochers, le ciel, la terre, et on se connecte à ces énergies quand on fait du Qigong. On va s'enraciner dans la terre, on va s'étirer vers le ciel et on va s'ouvrir aux énergies du vivant, des montagnes, on fait appel à ça. Et quand on découvre que c'est ce liant, ce même souffle que tout le monde est parcouru, oui, ça déploie en fait ce sentiment d'interdépendance dont tu parles, Michel Maxime, et ce miracle vivant, quoi. C'est comme revenir à la maison. La sensation, c'est une reconnaissance. On ne le sait pas avant de le pratiquer, mais quand moi je l'ai pratiqué, j'ai vécu comme un retour à la maison. Ça a été vraiment bouleversant au début. Et
Et après, dans la nature, d'aller dans la nature avec cette interdépendance, cette conscience de l'interdépendance, on n'est plus extrait, en fait. Il y a une reconnaissance qui est même mutuelle. Parfois, on le sent, on peut le sentir parfois qu'à notre passage, il se passe quelque chose. Et j'aime bien parce que j'ai une phrase d'un de mes professeurs qui dit « Mais devenez des amis intimes avec la nature parce que c'est ça, c'est retrouver notre place au milieu de ce vivant. » Et par cette pratique, ça m'a permis de le sentir parce que j'ai senti cette force et cette qualité, cette intelligence qui est vraiment amour, voilà. Et donc quelque part l'écologie à ce moment-là pour moi ça a été des retrouvailles en fait d'un retour à la maison et mêlé avec le christianisme qui découvre aussi ce mystère de la matière aussi. Ça s'est mêlé, c'est devenu quelque chose de sacré, de voir qu'en fait la nature, c'est une manifestation du divin et ouais, ça a pris encore une autre dimension et de savoir qu'on a cette même force qui nous traverse. On a aussi de plus en plus de respect envers nos élans qui nous traversent. Et du coup, ouais, je vis comme une sorte, petit à petit, comme un ensauvagement, j'aime bien ce terme, comme si de plus en plus j'écoute cette part profonde et j'écoute cette part entre guillemets sauvage, ce cœur justement, et petit à petit ma tête elle apprend à faire confiance parce qu'au début elle n'avait pas du tout confiance et maintenant il y a une foi en fait parce que je sais que cette force elle est amour, elle est sacrée et que je peux il y a une confiance en fait qui vient de plus en plus voilà et j'aime aussi les paroles d'Éric Julien quand il dit que découvrir, de passer de la loi de l'homme à la loi de la nature et découvrir qu'elle est à l'intérieur de nous, que cet ordre sacré est à l'intérieur de nous. Après, de plus en plus, il y a vraiment un respect profond quoi, qui s'installe. Ouais. Merci Ségolène, tu me reconfirmes par ton témoignage ma grande envie d'aller rencontrer Éric Julien pour m'initier à ce qui... bref, c'est une autre histoire. Il y a des questions qui commencent à arriver sur le chat, mais avant ça, il nous reste un tout petit peu de temps. Je voulais vous en poser une dernière. On entend beaucoup aujourd'hui, un des enjeux de la transition écologique, c'est on parle beaucoup d'une société consumériste qui est dans une forme d'hyperconsommation qui amène tous les problèmes qu'on connaît. Je pense notamment à la pollution, évidemment, mais aussi comment dire, à une société, somme toute, assez malheureuse. Et c'est assez frappant quand on regarde voilà, les chiffres édifiants de consommation, d'anxiolytiques, de burn-out. Voilà, on est dans une société ultra consumériste et ultra malheureuse. C'est ce qui ressemble ressentir de pas mal d'études. Donc ma question, c'est concernant donc, cette notion de sobriété, qui est à la fois quelque chose qui fait écho avec le chemin spirituel et la démarche écologique. Cette notion de sobriété, elle peut être assimilée par certains de nos contemporains à une privation, voire à quelque chose de punitif. Qu'est-ce que vous, donc je vous pose la question à tous les deux, vous répondez vraiment dans l'ordre que vous le souhaitez, qu'est-ce qu'elle vous a appris, la démarche spirituelle, sur cette sobriété et en quoi cette quête intérieure de simplicité, elle peut devenir non pas une privation, mais presque une source de joie finalement? Je t'en prie, Michel Maxime. Bon, d'abord, merci Philippe de poser cette question de la sobriété. Alors tout de suite, je pense qu'il faut vraiment la qualifier, hein, c'est-à-dire parce qu'il y a la sobriété subie, mais il y a en fait la sobriété volontaire qui est un choix et puis qui est joyeuse. Hein, donc c'est vraiment très très important de préciser ça. Et c'est vrai que pour moi, tu as raison de le lier, ça pourrait être
quand on dit toujours, oui, OK, on fait une transition écologique et sociale, mais on va où? Et c'est vrai que je pense qu'une des destinations possibles, et peut-être même incontournables, c'est, si on est vraiment dans le sens très fort du mot transition, hein, transirer, aller au-delà, c'est-à-dire ce changement de paradigme, c'est d'aller vers la sobriété. Et juste en lien avec ce que tu dis, et pour faire le lien aussi avec la notion de racine, ben, je pense qu'en fait, c'est même la seule alternative crédible à ce système, voilà, obsédé par la croissance matérielle, productiviste, consumériste, qui détruit, qui épuise, qui dérègle la planète, parce que l'ADN de ce système, en fait, sa racine, c'est la démesure, en fait. C'est ce qu'on appelle la fameuse hubris grecque. Donc, répondre à la démesure, la sobriété, c'est une réponse à la démesure. Alors, je dirais que d'abord, c'est vrai que si on entre dans une démarche de sobriété, ben, ça suppose pour moi trois choses fondamentalement. La première chose, ben, ça m'appelle, ça m'invite à redéfinir en fait mon idéal d'accomplissement humain et ma conception du bonheur. Et justement, un bonheur qui ne va pas dépendre de choses extérieures, comme des biens de consommation, mon pouvoir d'achat, confort matériel, etc., mais qui va être en fait beaucoup plus lié à en fait, mon chemin vers une plus grande authenticité de mon être, en fait, lié à une quête de sens, lié à l'incarnation et à la recherche d'une forme d'existence qui va être en adéquation, ajustée à mon être profond. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est incontournable, c'est que oui, il y a, si on parle de société de démesure, de système de démesure, eh bien, il y a un travail d'autolimitation à faire, parce que voilà, on ne peut pas tous... on sait bien que voilà, Français, Suisse, on est à 3,5 planètes pour pouvoir satisfaire nos envies de consommation, nos déchets, etc. Et donc, ce n'est pas généralisable, c'est profondément injuste. Donc, on est vraiment appelé à comment est-ce qu'on va pouvoir vivre tous ensemble sur une seule planète. Donc, en fait, prendre en compte les limites de la biosphère, donc c'est une forme de limitation, d'autolimitation et incontournable. Et pour moi, spirituellement, et c'est là où on entre au cœur, ça a à voir notamment avec ce que je dirais, la réorientation de notre puissance de désir. Parce que nous sommes des êtres désirants, on a une formidable puissance de désir. Voilà, les pères de l'Église disent que ça participe même de l'essence de notre être. C'est la source de toutes nos aspirations, hein. L'aspiration à l'amour, à l'art, à la justice, à la beauté, etc. Mais il y a quelque chose du fait que c'est vraiment le plus profond de notre être. Il y a une dimension d'infini dans ce désir. Il y a une dimension qui a profondément à voir avec l'être. Et donc, c'est une illusion totale de croire qu'on va pouvoir satisfaire ces aspirations, cette puissance de désir qui est de l'ordre de l'infini avec des réalités de l'ordre de l'avoir et de l'infini. En fait, tout ce système consumériste repose sur cette illusion. Donc, on a vraiment ce travail à faire de réorientation de puissance de désir pour, j'ai envie de dire, la libérer de tout ce qui la rend captive, de tout ce qui l'aliène, de tout ce qui la disperse, la reconnecter à la source de notre être, qui est en fait une source divine, et puis justement, aller chercher à la satisfaire, non pas dans des choses extérieures, dans des biens, mais fondamentalement dans des relations profondes et de qualité. Et là, en fait, on entre vraiment dans on entre vraiment dans cette vision de la sobriété, qui est une forme de décentrement pour me relier à moi-même, me relier aux autres, me relier à la terre, me relier aux autres humains et me relier à ce mystère du divin. Et c'est là, en fait, que peut s'accomplir mon être. Et là, en fait, la sobriété, c'est une façon de recréer un vide à l'intérieur de moi pour autre chose. C'est pas du tout me frustrer ou me serrer la ceinture, mais c'est simplement me recentrer, donc revenir vers le centre sur l'essentiel. Et en fait, c'est pas du tout une privation, mais c'est vraiment une libération qui est de fait source de joie. Merci, merci beaucoup, Michel Maxime. Je suis hyper content de réentendre ces réponses qu'on a déjà dans la caméra aussi et qui seront. Voilà, je trouve ça passionnant de te réécouter là-dessus. On va essayer de sublimer ça avec nos immersions dans les trois lieux et les autres rencontres qu'on a faites. Ségolène, j'aimerais te reposer un peu, grosso modo, la même question. Comment toi, comment je pourrais dire, cette notion
de simplicité volontaire qu'on retrouvait à l'Arche de Saint-Antoine. Et là-bas, ils appellent ça comme ça, de sobriété heureuse. Toi, comment ça résonne en toi? Qu'est-ce qu'elle t'a appris, toi, ta démarche personnelle sur cette question de la sobriété? Et qu'est-ce que tu aimerais nous partager là-dessus? Moi, je crois que cette quête spirituelle, elle m'apprend que si je m'attache trop au support matériel, c'est que je suis dans des peurs et dans des contrôles et qu'il y a quelque chose en moi qui s'affole et qui a besoin de chercher une prise à l'extérieur. Et que ça m'apprend. Alors là, tu t'es coupé en fait du divin, du vivant, du divin, et qui est cette source d'abondance. Et que quand je me rebranche, que quand je retourne au contact de ce vivant, là, de cette beauté, de ce don, la sobriété, elle devient naturelle. C'est une sobriété heureuse et j'ai envie de dire amoureuse, parce qu'on passe de cet endroit de je me prive à, en fait, j'ai envie de la prise à prendre soin, en fait, parce que ça fait pousser un désir de poursuivre l'harmonie, de poursuivre l'œuvre, de co-créer en fait après avec ce vivant, avec cette source et de l'aider en fait, de se mettre à son service pour l'embellir. Enfin, moi, c'est ça que je ressens et puisque ça devient un ami intime, j'ai envie de prendre soin de mon ami, en fait. Et tout comme de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de moi, puisque c'est cette même intelligence. Ah, alors, je suis aussi une ressource vivante. Et donc, prendre soin de qui je suis, de ce qui me traverse et de ce que j'ai en moi. Et là, je découvre une autre richesse qui est infinie. Et, j'aime bien une phrase de Jeff Foster qui dit de tomber amoureux de ce qui est, dans ce contentement en fait de ce vivant et dans ce qui est à l'intérieur de nous et de se contenter de qui on est et de se rencontrer. Enfin, en fait, c'est au risque de se rencontrer et de suivre son cœur et de se laisser surprendre par la vie et de la laisser agir et la laisser se laisser surprendre par elle et en fait elle est abondante et elle ne veut elle veut que l'amour grandisse. Enfin, moi c'est ce que j'ai appris parce qu'au départ peut-être que j'avais moins cette confiance en la vie, je croyais pas toujours qu'elle voulait mon bien et plus je vais sur cette voie et plus je comprends que oui c'est vraiment que de l'amour et peut-être qu'à partir de cet endroit-là on va contribuer après tous avec qui on est et avec notre couleur et avec ce vivant qui nous traverse et que ça va donner ouais, qu'on va tous prendre soin d'un petit bout de la toile à partir de ce qu'on est et à partir de ce qui est. Et voilà. Si ça répond. Ouais, ça répond super bien. Michel Maxime, je t'en prie. Non, j'aimerais juste rebondir sur ce que dit Ségolène, en fait, ce mot de contentement. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de sobriété, on parle de renoncement. Et moi, je préfère le mot contentement au mot renoncement. Et j'aime bien cette définition du contentement, c'est ce qui va dans le sens de ce que tu as dit, Ségolène, c'est en fait apprendre à désirer ce que j'ai déjà. Oui. Apprendre, désirer ce que j'ai déjà plutôt que d'avoir envie de ce que j'ai pas et du coup, voilà, d'entrer dans une autodynamique. Et puis la deuxième chose, c'est vrai que quand tu parlais de la peur, je pense que c'est vraiment un des grands ressorts de ce système consumériste, en fait. C'est la peur du manque. Et en fait, c'est là où ça va très loin et où en fait on pourra, à mon avis, n'avoir que des réponses spirituelles possibles. C'est que derrière la peur du manque, il y a en fait la peur de la mort. Donc là, en fait, ça devient fondamentalement vertigineux quand on entre dans ces dimensions-là. Voilà, je voulais juste faire ce petit complément. Ou la peur de vivre aussi, parfois. Ouais, ça me fait penser à cette métaphore de Thomas d'Anzembourg qui parle de cette quête intérieure comme un jeu de poupées russes où plus on se rencontre, plus on découvre qu'en fait ces poupées russes sont de plus en plus petites et qu'on a juste des besoins vitaux fondamentaux, mais que ça se simplifie à mesure qu'on se rencontre.
Et ben, je suis content parce qu'il nous reste, je vous propose ce soir de ne pas dépasser 21 heures. Et on a quelques questions que Laetitia, je vais te laisser le soin de transmettre à nos deux invités. Je te laisse la main, Laetitia. Oui, avec plaisir. Alors la première question de Cathy. Une fois que nous sommes dans la direction de la sobriété intérieure et dans la vie quotidienne, comment gérer le décalage qui se crée avec la société? Allez, Ségolène, je te laisse une fois la parole d'abord. Non, j'ai besoin d'un petit temps. Bon, moi, je peux simplement dire que oui, peut-être que ce décalage, il est presque inéluctable. Alors, il peut ne pas être toujours facile à vivre. Il peut effectivement, tout à coup, nous amener aussi parfois en conflit avec les autres ou même à créer des formes ces décalages peuvent créer même des fois des problèmes en fait, de solitude et autres. Mais je crois qu'à un moment donné, quand on entre dans ce chemin, ben, il y a aussi des choses qu'on doit peut-être à un moment donné assumer. C'est-à-dire que de fait, c'est aussi une façon, et alors après, c'est toute la manière dont on va, oui, au fond, au quotidien, en particulier avec les êtres avec qui on vit, enfin avec nos proches, avec nos amis, puis après, il y a toute la société. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, on est quand même appelé, dans cette situation, si on veut faire un changement de paradigme, on est quand même appelé à faire un certain nombre de choix. Et ces choix, ils sont radicaux, justement. C'est-à-dire qu'ils nous invitent à vraiment aller à la racine des choses. Et qu'à un moment donné, eh bien, on a à assumer les conséquences de ces choix. Et les conséquences de ces choix, ça peut effectivement être de vivre dans une forme de décalage. Mais je veux dire, voilà, et alors, pour pouvoir, à mon avis, vivre ça bien, c'est extrêmement important de ne pas être tout seul dans son coin. C'est-à-dire vraiment de pouvoir, à un moment donné, se connecter avec d'autres personnes qui sont dans la même quête, qui sont dans la même démarche. Et c'est pour ça que la transition, ce n'est pas une histoire un peu comme les éco-gestes au quotidien, qui est souvent très individuelle et tout. Non, une démarche de transition, c'est vraiment, et je pense que c'est aussi au cœur de la vie spirituelle, c'est-à-dire, c'est vraiment de cette dimension de ne pas être tout seul, donc de recréer du lien avec d'autres, pour cheminer avec d'autres, parce que je crois que sans cela, c'est juste impossible. Et là, on peut justement avoir plus de force, plus de soutien pour pouvoir affronter un petit peu tout ce qui va se présenter à partir du moment où on sait qu'on doit aller là, parce que si on ne va pas là, on meurt. Là, ça devient un peu à un moment donné initiatique, cette histoire-là. Est-ce que je veux bien rebondir, mais Ségolène, j'ai surtout à cœur de vous laisser la parole à tous les deux. Donc, est-ce que tu peux rebondir du tac au tac? Bah, en fait, c'est ce que j'avais en tête. Après, je me rappelle du moment où je me sentais très seule et que j'ai découvert petit à petit Ama et des premières personnes. C'est qu'il y a tellement maintenant en fait de petits réseaux où on peut se regrouper, et c'est, je pense, à ça qu'on est appelé à faire. C'est à coopérer, à se regrouper, et c'est ce qui m'a fait aller après dans des communautés où on découvre une famille et la joie de faire ensemble et d'autres façons de faire, et que c'est bon, à la fois d'être dans cette souveraineté individuelle et de découvrir notre couleur. Je pense que c'est aussi ce qu'on est appelé à faire, mais aussi de se regrouper. C'est l'appel, il est aussi à ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai plusieurs petits groupes en fait en fonction des différentes couleurs que j'explore, et vraiment maintenant, je me sens plus dans cette solitude. Et la toile, elle grandit, et c'est une grande toile en fait qu'on est en train de fabriquer, et il faut avoir confiance en ça, qu'elle s'agrandit et qu'on est vraiment nombreux maintenant. Ouais, j'aimerais rajouter un tout petit truc, parce que moi, ça résonne super fortement, vos deux témoignages. C'est que je crois que de toute façon, ça demande à un moment donné, et c'est très lié à cette quête spirituelle, d'accepter des phases de solitude, quoi, des moments d'isolement qui appartiennent à ce parcours de rencontre de soi, qui font peur. Et pourtant, je crois qu'on est tous les quatre à en témoigner ici, vraiment le jeu en vaut la chandelle. Et c'est même une étape nécessaire. Et derrière ça, moi, je peux vraiment témoigner que j'ai, comment dire, j'ai pas fait ça dans un certain ordre. En tout cas, au début, moi, j'ai senti quelque chose qui se marginalisait par rapport à certains amis, etc., qui m'a propulsé dans cette solitude, et ça n'a pas été facile au début.
Mais j'en témoigne, c'est que non seulement on rencontre de nouvelles familles, mais moi, aujourd'hui, j'en suis à un stade où je renoue avec mes amis de toujours, et où c'est d'autant plus bouleversant que j'ai vraiment l'impression de retrouvailles où notre amitié est toujours là, mais elle est presque plus forte, parce que moi, je me sens dans quelque chose de beaucoup plus authentique dans ma manière d'aller vers eux, et je peux même parfois leur partager des choses qui sont de cet ordre de tout ce que viennent de nous partager Michel Maxime et Ségolène, mais avec la joie de pouvoir leur témoigner de ce que je vis sincèrement. Et c'est pas du tout du coup un truc de l'ordre du donneur de leçons et tout, mais c'est vraiment ouais, un partage qui est lumineux et qui est une super belle aventure, quoi. Mais ça demande, je trouve, d'accepter la solitude à un moment, parce qu'elle fait partie du process. Il y a une traversée à opérer, en fait. Ouais. Laetitia, je crois que tu as d'autres questions. Et là, je crois qu'il va falloir faire un choix. Donc, je vous propose une dernière question, et désolée par avance pour les autres questions. Comment porter un discours adapté aux populations, alors c'est Magali, pardon. Comment porter un discours adapté aux populations qui n'ont pas le confort des besoins minimaux satisfaits et se mettre en empathie profonde avec les grandes difficultés sociales, psychologiques et spirituelles de ceux qui n'ont pas le luxe de faire un travail sur soi? Le discours sur la sobriété heureuse ou l'écologie intérieure peut apparaître comme une injonction injuste pour la grande majorité de la population en souffrance systémique dans un monde encore marqué par de grandes dominations. Bon, moi, je peux juste dire un mot par rapport à ça. Ça résonne évidemment très, très fort. Parce que c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, le chemin de sobriété dans nos pays, et puis dans nos pays, en plus, moi, je m'estime faire partie en plus des couches de population très privilégiées, hein, d'être dans une société privilégiée, de faire partie même des couches privilégiées. Et donc là, moi, j'ai un vrai, en fait, comment dire, la sobriété, c'est pour moi, qui fait partie de ça, vraiment une nécessité, mais aussi au sens justement de la justice. C'est-à-dire qu'en fait, dans la sobriété, il ne faut pas oublier cette dimension de justice. Il y a une dimension de justice profonde. Moi, j'aime bien définir la sobriété pour dire, ben voilà, c'est apprendre à marcher légèrement sur la terre, c'est-à-dire à diminuer mon empreinte, à diminuer mon emprise, à diminuer mes appétits, mais pour accorder aux autres, alors ça peut être humain et autre qu'humain aussi, hein, je veux dire, et tous ceux justement qui n'ont pas encore ce minimum, et puis aussi éventuellement contre des générations futures, mais l'espace dont ils ont besoin pour vivre, pour se développer, pour leurs besoins, pour leurs droits. Et donc, c'est vrai que vivre, moi, je dois vivre simplement pour que les autres puissent simplement vivre. Et donc, par rapport à ça, c'est pour ça que moi, la sobriété, et ça a à voir du coup avec la dimension militante et le fait que je continue à œuvrer dans des organisations de développement qui fait du lobbying pour les populations les plus défavorisées, qui sont celles qui souffrent le plus des changements climatiques, etc. Pour moi, ça fait vraiment partie d'un tout. Et oui, donc du coup, le langage, il va être complètement différent. Pour moi, c'est clair que ce type de discours dont on a parlé ce soir, eh bien, il s'adresse en premier lieu aux sociétés d'abondance et aux parties de la population qui sont les privilégiés de ce système et dont on sait que ce sont les plus gros pollueurs, que ce sont les plus gros contributeurs du réchauffement climatique, etc. Après, ce que j'aimerais juste encore ajouter, pour un petit peu sortir de quelque chose qui pourrait être un petit peu trop dualiste ou noir et blanc, c'est que j'ai quand même pas mal voyagé voilà, dans plusieurs pays du Sud. Et j'ai aussi trouvé, alors ces populations n'étaient pas dans la misère, c'était encore voilà, peut-être dans des campagnes ou dans certains endroits, vraiment des populations qui vivaient dans une forme de sobriété qui était liée aussi à leur culture et qui avaient tout en ne vivant pas dans l'abondance matérielle qui était la nôtre, mais n'étant pas non plus dans la pauvreté, dans le besoin, etc., mais qui vivaient dans cette simplicité parce que voilà, ça faisait partie de leur vie et avec beaucoup de bonheur et pas encore trop atteinte par, en fait, finalement, toutes ces envies générées par le marché. Voilà, peut-être juste un ou deux petits éléments de réponse, mais oui, il faut vraiment arriver
à cette vision-là du donut, c'est-à-dire en fait, c'est une seule planète, et puis il y a des limites de la planète qui ne doivent pas être dépassées, c'est les limites écologiques, et ça demande la sobriété, et en même temps, il faut veiller à ce que le plancher social, c'est-à-dire le respect des droits et que tous les habitants aient de quoi vivre d'une manière digne et décente, soit aussi respecté. Voilà. Et puis après, là-dedans, selon où on est, selon la situation, eh bien, en fait, et le discours va être différent et la manière de vivre cette sobriété ou de la prôner va être différente. Merci Michel Maxime. Ségolène, je te propose soit peut-être tu as envie de rebondir à ce que vient de dire Michel Maxime, ou peut-être de répondre à une des prochaines questions. Je te laisse voir. On peut prendre une autre question, ça peut profiter à quelqu'un d'autre peut-être. Alors, vu qu'il était 20h57, je ne pensais pas, mais alors avec plaisir. Comment accompagner la prise de conscience, celle du cœur? Comment accompagner la prise de conscience d'autrui? A-t-on vraiment possibilité d'accompagner l'écologie intérieure des autres? Je ne suis pas sûre d'avoir saisi la question. Je crois que la question, c'est est-ce qu'on peut accompagner la prise de conscience, notamment cette prise de conscience dont tu parlais, Ségolène, tout à l'heure, qui se joue au niveau du cœur, est-ce qu'on peut l'accompagner chez autrui? Est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce qu'il existe la possibilité d'accompagner l'écologie intérieure des autres? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Et comment? On peut les emmener avec nous dans la nature. Après, c'est vrai que c'est un chemin pour chacun. C'est dans le sens où des fois, je partage des frustrations de vouloir le partager avec d'autres, mais qui ne sont pas prêts à recevoir ça. Et c'est respecter ça. Mais sinon, c'est une question de témoignage, aussi, quand on change soi, on change aussi avec l'autre. Enfin, déjà, changer son regard soi pour l'autre, c'est tellement énorme et ça apporte déjà à l'autre personne, enfin, pour ma part, de prendre conscience que je respecte cette vie en moi et je commence à la respecter chez l'autre. Déjà, l'autre, il se sent tellement plus accueilli, tellement il ressent ça. Et peut-être que c'est par infusion. Ouais, ouais. Juste un tout petit complément, en fait, sur cette question de l'accompagnement. Typiquement, alors, le laboratoire de transition intérieure que j'ai créé en Suisse, et voilà, on est toute une équipe à animer ça. Et en fait, ce qu'on propose, c'est précisément on ouvre des espaces qui ont évidemment souvent pour cas de la nature, avec des exercices de travail qui relient, avec des exercices de connexion, avec du chemin en groupe, etc., pour précisément permettre à des personnes de faire un petit bout de chemin avec d'autres. Alors, c'est vrai que ce sont des personnes qui sont déjà, au fond, d'une certaine manière, en questionnement ou déjà en chemin, où il y a déjà un petit déclic qui s'est fait, mais qui cherchent justement des espaces avec d'autres, pouvoir faire un ou deux pas de plus. Et là, je dirais, d'une certaine manière, oui, on est dans cet ordre d'une forme d'accompagnement. Et là, j'étais dans un groupe qui disait, mais en fait, c'est vrai que ça pourrait être chouette de pouvoir commencer à peut-être commencer à créer des petits groupes où on peut cheminer avec d'autres, se soutenir et puis aussi pouvoir partager toute une série de ressources, de richesses dans notre chemin. Donc, je pense que oui, il y a peut-être même besoin que se créent des espaces comme ça. Et je suis sûr que, en fait, d'une certaine manière, les communautés dont tu vas témoigner dans ton film, que ce soit l'Arche, que ce soit le Centre-Ama ou que ce soit le village des Pruniers, sont des lieux, en fait, qui offrent une forme d'accompagnement pour les personnes en transition intérieure ou en écologie intérieure. Je vous propose qu'on conclue sur cette dernière réponse de Michel Maxime.
voilà, j'ai à cœur de pas épuiser nos invités et puis de respecter l'heure, voilà, tout simplement. Mais, mais déjà, je voulais vous remercier tous les trois Letty d'avoir facilité la rencontre et Michel, Maxime et Ségolène voilà, de nous avoir partagé vos témoignages. J'ai trouvé cette rencontre super. Je voulais aussi remercier tous ceux qui nous ont suivis et qui ont posé toutes ces questions. Désolé si on n'a pas pu répondre à tout. Moi, j'ai passé personnellement un super moment. Je voulais vous dire un dernier truc moi qui m'est venu. C'est que quand j'entendais à l'instant la Michel Maxime parler, c'est vraiment cette notion que j'ai l'impression que cette énergie fondamentale dont on est en train de parler, de ce changement, c'est une énergie vraiment d'accueil, quoi. Et c'est pas justement une énergie de vouloir changer les choses. Quand je vois des ateliers au village des Pruniers et tout ça, où les grands maîtres qui sont derrière ces écosites sacrés ne sont rien d'autre que des gens qui sont dans une forme d'accueil inconditionnel de ce qui est, et parce qu'on entend souvent en ce moment, dans le grand mouvement de la transition écologique, cette notion de changer le monde, et il y a pas mal de gens dans le film qui nous ont rappelé à l'ordre en disant attention, c'est pas changer le monde, c'est de faire avec le monde, parce que le monde il est comme il est, et c'est à nous d'embrasser ce mouvement. Et ça, on peut le faire avec les autres aussi. On peut accueillir les autres tels qu'ils sont et pas leur dire tu devrais être comme ça. C'est pas du tout la même énergie qui est derrière. Faudra pas grand chose avant que sonne le con. Jour après jour, on crée ta propre tombe. Jour on paiera cher pour ce que les hommes te font. Faudra pas grand chose avant que sonne le con. Jour après jour, on crée ta propre tombe. Jour on paiera cher pour ce que les